Il a connu tout le monde, il a été l'ami de Johnny, de Mérine, de qui vous voulez, évidemment. Chantal Goya, avec qui il a composé les plus belles chansons, Sylvie Vartan, Jean-Jacques Debout. La couleur des fantômes est publiée chez Talent Édition, c'est votre vie, Jean-Jacques. Oui. Quelle vie, on va entendre les boutons dorés, ça a été le début, comme ça, d'une aventure incroyable. Oui. Mais oui. Et puis, j'ai surtout failli mourir à l'âge de 5 semaines. J'étais né cours de Vincennes et puis ma pauvre maman m'a amené à l'hôpital Trousseau. Et là, on lui a dit, mais non, il n'y a pas de chirurgien pour l'opérer. Il n'y a qu'un chirurgien allemand qui est là en exclusivité pour les Allemands qui se font tirer dessus dans la rue. Et l'infirmière, qui était aussi interprète, a été voir le professeur Brett, il s'appelait, et elle lui a expliqué que j'étais dans un cas désespéré, puisque j'avais 5 semaines, hein, j'étais un nourrisson. Et gentiment, il a dit « je vais le voir, je vais l'ausculter ». Et il a fait venir ma mère et il lui a dit « Madame, si je n'opère pas votre enfant tout de suite, je crains que je ne pourrai plus rien faire pour lui. Et si à minuit il se met à pleurer, ça voudra dire qu'il sera sauvé. Et sinon, s'il pleure pas à minuit, ça voudra dire que je pourrai plus rien faire pour lui. Et à minuit pile, je me suis mis à pleurer. » Ouais, c'est magnifique. Écoutez les boutons dorés, Jean-Jacques Debout. De l'orphelinat, en casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés. C'est le premier grand succès. Mais comment arriver là? Vous commencez, vous êtes coursier aux éditions Raoul Breton. Oui. Vous croisez Yves Montand, vous lui donnez des conseils sur la chanson. Oui, parce que... Vous allez rencontrer Charles Trenet. Oui. Ça va très vite, ça. C'est-à-dire que Monsieur Breton, Raoul Breton, m'avait demandé de porter deux petits formats à Yves Montand, qui à l'époque habitait dans l'île de la Cité. Il habitait dans une ancienne librairie. Et puis j'ai été sonné pour amener les petits formats, puisque ça y est, j'étais coursier avec mon petit vélo Solex. Et puis la porte s'ouvre et je vois Yves Montand devant moi. Et il me dit ah, vous venez de la part de Raoul Breton, rentrez, rentrez. Et il me dit ça tombe bien, mon pianiste Bob Castella est là, on va pouvoir voir la chanson. Alors il prend les deux formats et puis il les donne à son pianiste. Et puis il me dit si vous voulez bien, je vais vous essayer de vous la chanter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, qui avais une admiration sans borne pour Montand, que j'avais vu quand même 3-4 fois au Théâtre de l'Étoile dans ses récitals, et qui m'impressionnait beaucoup, je me dis c'est quand même bizarre qu'il me demande mon avis pour chanter le chant des partisans. Et puis il commence, il fait « Ami, entends-tu le vol noir et des corbeaux dans la plaine ?» Je lui dis « Écoutez, monsieur Montand, cette chanson vous va comme un gant. » Alors il a pris un petit papier, puis il a remercié Raoul Breton d'avoir les petits formats. Et puis il lui a dit votre petit coursier me dit que cette chanson me va comme un gant, alors je vais la mettre à mon répertoire et je vais l'enregistrer le plus vite possible. Incroyable. Merci Raoul Breton, Yves Montand. Ah, incroyable, entendre une autre chanson, une autre voix, évidemment vous en parlez beaucoup dans ce livre. Et cette chanson, vous racontez son histoire, évidemment, c'est D'où viens-tu Johnny? Ah. Pour moi, la vie va commencer. Écoutez. C'est Johnny. Mais évidemment, Johnny, d'abord, vous le rencontrez devant un jukebox, quoi. Oui. C'est un gamin, vous le traînez à l'Olympia au concert de Gene Vincent. Oui, parce que c'était son idole, Gene Vincent. Et il avait entendu que j'allais chanter en première partie de Gene Vincent dans une émission d'Europe 1 qui s'appelait Musicorama. Et forcément, il se doutait bien que Gene Vincent allait répéter, que j'allais le voir. Et j'ai amené Johnny, on est tombé sur Bruno Cocatrix qui était là. Le patron de l'Olympia. Oui, avec son cigare. Et je lui ai présenté Johnny, je lui ai dit Bruno, je vous présente un jeune qui va sûrement chanter un jour. Alors il lui a dit quand vous aurez fait votre premier disque, vous viendrez me voir, je vous trouverai toujours une place à l'Olympia. Et puis il y avait assis devant sa loge, il était sur une chaise, les bras croisés comme ça, il attendait, et c'était Gene Vincent.
Alors Johnny a été le voir tout de suite et puis ils ont parlé, ils ont sympathisé. Ils sont allés chez Mimi, le petit café qui faisait partie où allaient les artistes, boire un verre ensemble avec Jeanne Vincent et il est devenu comme ça ami avec Jeanne Vincent, mais en 10 minutes. Incroyable, la chanson qu'on entend encore, c'est évidemment, écoutez, elle va sceller votre amitié. Formidable. Alors, vous l'avez déjà raconté, Jean-Jacques, vous le racontez dans ce livre. C'est évidemment la composition de cette chanson avec un piano dans un hôtel où il faut L'Hôtel de France. faut pas faire de bruit parce que les clients sont énervés. Et vous jouez ça. Alors, le film, il y avait Abel Gans. Vous racontez quelque chose de... C'est Abel, non, c'est Ray Ventura Oui. était le producteur et il avait décidé de prendre Abel Gans pour faire la mise en Le scène. grand cinéaste qui avait fait Napoléon. Voilà, et alors Et- Johnny, quand il a vu Abel Gans qui avait des grands cheveux blancs qui ressemblaient comme ça à Léo Ferré, il avait plus d'âge, il avait l'air de sortir d'une autre planète. Et Johnny me dit, mais qui c'est ce vieux-là? Alors je lui dis, t'es fou. Je lui dis, c'est Abel Gans. Mais il me dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je lui dis, il a fait Napoléon. Napoléon, c'est le plus grand chef-d'œuvre. C'est joué aux États-Unis, c'est joué au Japon, c'est traduit dans toutes les langues du monde entier. Tu te rends pas compte? Le Napoléon d'Abel Gans, c'est un des plus grands classiques avec notre film Les Enfants du Paradis. Alors il me dit, ah bon? Ah mais je vais tourner avec lui. Eh ben, je lui dis oui, c'est lui qui va être le metteur en scène. Et puis on s'est mis à rire et là, Ray Ventura nous a regardé puis il a dit, mais qu'est-ce qui vous fait rire à ce point-là? Alors je dis, Raymond, je s'appelais Raymond, Ray Ventura. Raymond, on parle d'une fille qu'on a connue ensemble. Je pouvais pas lui dire qu'il était en train de se moquer d'Abel Gans. Enfin, Oui. il s'en moquait pas, Oui, non, mais il vous- savait pas et- qui et Quand c'était. vous lui dites qu'il a tourné Napoléon, qu'est-ce qu'il vous Oui. dit, Johnny? Alors je lui dis, tu te rends pas compte, il a tourné Napoléon. Et là, Johnny me dit, ah bon? Mais tu crois qu'il l'a connu? Alors là, c'est là où on me suis mis à rire avec lui, du reste. Oui. Et puis, mais ça paraissait pas bizarre. C'était normal qu'il demande ça dans sa tête. Parce qu'il voyait l'âge de cet homme. On lui dit, il a tourné Napoléon. Et c'était normal. Oui, parce que À 16 ans, il avait 16 ans et demi. Alors après, vous allez partir en tournée ensemble, c'est incroyable. Vous On a racontez fait des- comment un jour Johnny, il assure pas les concerts parce qu'il y a un problème avec son producteur et c'est Bah. vous qui vous prenez des canettes de bière dans la figure. Tout, bah oui. Et Johnny rigole, ça le fait rigoler. Ça le faisait rire. Alors, je l'appelais au téléphone le soir parce que je savais où il était. Il était rue de la Tour des Dames chez sa tante. Et je lui disais, dis donc, tu te rends compte que le public paie pour te voir. Pour l'instant-là, moi, on me demande de faire durer mon tour de chant parce que l'organisateur à Marseille sait très bien que tu viendras pas. Et pendant ce temps-là, moi, je me prends des canettes de bière dans la figure, je me prends de tout. Et ça va pas pouvoir durer comme ça, je peux pas. Et il m'a dit, ben, je te promets que demain, je viens. Le lendemain, c'était Marseille. Et là, c'était de la folie. Les bancs volaient en l'air. Et là, je n'ai même pas pu chanter. Oui. Quand je suis rentré sur scène pour chanter justement Les Boutons Dorés, c'était Johnny, Johnny. Alors là, je prenais tout dans la figure, mais tout. Les bancs cassés en deux, il me les envoyait sur la scène et tout. Et lui, je le voyais, il était arrivé dans les coulisses. Il arrivait de Paris, là. Et il riait, mais il tenait... Et je lui dis, alors je sors de scène, je lui dis, tu sais, tu vois, je peux pas continuer de chanter. Et il me disait, mais si, il faut que tu y retournes. Ah, je lui dis, non. Alors finalement, il y a le présentateur est arrivé, puis il a dit 10 minutes d'entracte, et après, vous aurez Johnny Hallyday. Alors là, ça a été... waouh. Ouais. Et puis là, enfin, il est venu chanter. Ouais, écoutez celle-là de chanson. Deux amis pour un amour. Vous dites d'ailleurs dans le livre que cette chanson raconte votre histoire avec Johnny. On va dire les choses, c'est qu'au fond, vous en pinciez pour Sylvie Vartan. Ah oui,
Quand même. C'était même plus... Il vous l'a piqué. Il vous l'a piqué. Bon, il me l'a piqué, oui, mais en même temps, on ne force pas les gens à aller avec quelqu'un. Ouais, non, mais il a été malin. Il a été malin. Vous l'a pas montré tout de suite. Non, mais la veille, il m'avait même dit, pas du mal, mais il m'avait dit, tu m'aurais donné à moi les chansons que tu lui fais, tu verrais, j'en aurais vendu plus qu'elle. Alors moi, je me disais, il doit pas la trouver formidable. Mais je pensais pas que le lendemain, il allait tomber amoureux d'elle. Et puis, moi, je l'ai pris... c'est-à-dire que j'avais compris que j'avais plus rien à faire dans la tournée. Alors j'ai fait sortir ma voiture de l'hôtel de Noailles, qui était sur la Canebière. Et puis à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute pour rentrer à Paris. Alors je suis rentré à Paris, j'avais laissé une lettre à Sylvie, une lettre à Johnny, comme quoi je trouvais que c'était mieux que Sylvie prenne ma place dans la tournée. Et pour Johnny, c'était plus pratique de l'avoir à côté de lui. C'est sûr. Et puis Stark m'avait appelé. Moi, j'étais arrivé à 4h de l'après-midi à Paris. Et puis ma mère me dit, j'ai eu Johnny Stark au téléphone qui veut que tu prennes un avion parce que tu as ton nom sur les affiches à Marseille. Sinon, il te fait un procès. Et il veut plus, et puis j'ai eu Stark que j'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit non, j'ai plus le moral. Moralement, je ne pourrais pas assumer. Je reviens pas. Et il faut demander à Sylvie, de toute façon... tu vas avoir mes nouvelles et tout. Puis finalement, Sylvie m'a remplacé. Et puis, 8 jours après, je vois François en première page. Johnny qui offre une montre avec des brillants à Sylvie. Et il y avait marqué Sylvie et Johnny se fiancent à Genève, où ils chantaient au théâtre de Genève. Cette chanson-là, écoutez-la. Tu es parti sans colère. C'est vrai qu'elle raconte vraiment votre histoire, qui est incroyable alors, parce que derrière, évidemment, Sylvie et Johnny forment ce couple mythique. Oui. Hein? Vous connaissez Marlène Dietrich. Mais très bien. Vous la rencontrez, elle presque elle aussi devient amoureuse de Johnny, quelque part. Elle était amoureuse de Johnny. Il lui plaisait beaucoup. Ouais. Ah oui. Elle me disait... Alors, que fait votre ami Johnny ce soir? Alors je lui dis, si vous voulez Marlène, on va lui téléphoner. Alors je l'appelais, et puis je lui disais, ne quitte pas, je te passe Marlène. Ah bon. Alors elle lui disait, voulez-vous venir manger dans ma cuisine ce soir? Je vais vous faire un bœuf gros sel. Oh, vous êtes formidable Marlène, venez. Alors merci. Alors il venait toujours avec un petit bouquet de fleurs. Et puis, je me souviens, il cogne à sa porte, avenue Montaigne, où elle habitait, parce que c'était aussi ça avait été un problème pour elle. Elle voulait absolument être avenue Montaigne pour pouvoir voir l'endroit où elle avait vécu pendant la guerre avec Gabin. Ils étaient restés 8 ans ensemble, les Gabins. Et puis alors, Johnny cogne, et puis il arrive avec son petit bouquet de fleurs. Et puis elle lui dit... Toutes les femmes disent que vous êtes beau, mais moi, je vous trouve pas beau. Merci pour vos fleurs. Alors, je vois Johnny qui se décompose. Et puis, elle lui dit, non, je vous trouve pas... Je vous trouve jolie, mais je ne vous trouve pas beau. Vous comprenez? Et puis, elle prend les fleurs. et puis, lui, il m'a regardé, puis on a eu le fou rire. Parce que Marlène, elle avait une façon aussi de faire et elle lui faisait la cour, carrément. Oui. D'ailleurs, ça rendait jalouse Sylvie Vartan. Drôlement. Vraiment. Mais oui. Et puis alors, elle lui parlait de ses fringues. Elle disait à Johnny, Marlène disait à Johnny, Sylvie est pas bien habillée. Mais non. Et puis après, Johnny disait à Sylvie, arrête de te mettre ces fringues-là. Alors, ça ne peut pas lui faire plaisir. Il avait dit à Marlène, vous comprenez, quand elle rentre dans une boutique de fringues, ils veulent tous lui vendre tout ce qu'ils ont. Alors à la fin, elle met n'importe quoi, elle ne sait plus quoi se mettre. Alors, parce que Marlène avait dit, oui, c'est très bizarre, comment on peut mettre un pantalon blanc en soie blanche avec un pull angora rose? J'ai envie de prendre des ciseaux et de couper partout dans le pull. Marlène était un peu... Oui, mais Sylvie s'est vengée. Qu'est-ce qu'elle lui a dit à propos de ce film noir et blanc? Oui.
Un jour, Sylvie, c'était à la route Mandarine, en face de l'hôtel des Beaux-Arts. Et Sylvie lui a dit, dites-moi, Marlène, à l'époque, quand vous tourniez vos grands films à Hollywood, qu'est-ce qu'on vous mettait? Vous aviez une couleur de peau très pâle, vous aviez une poudre spéciale, tout ça. Et puis je voyais que Marlène, ça lui plaisait pas trop. Mais enfin, c'était sa façon aussi de lui répondre. Comment vous vous maquillez dans vos Oui, vieux comment films vous en vous noir et maquillez blanc. dans vos vieux Ouais. films en noir et blanc. Ça fait toujours plaisir. Pour parler juste une seconde encore de Marlène, parce que vous êtes le petit coursier, vous amenez une lettre de Marlène à Gabin. Et, C'est-à-dire que j'avais été au cours Simon et Gabin, oui. avec Marie-Josée Natt. Et Marie-Josée Natt, tout d'un coup, se retrouve dans un film où elle fait la fille de Jean Gabin, dans le film Rue des Prairies, de Gilles Grangier. Et alors, à l'époque, Marlène cherchait un moyen pour pouvoir faire passer une lettre à Gabin qui voulait plus entendre parler d'elle, ni la voir, ni rien du tout, ni entendre rien. Et alors, moi, j'ai Marie-Josée Natt, qui était ma grande amie, et je lui dis, tu peux pas me trouver une place au moment où vous faites la pause pendant le film, car je voudrais remettre une lettre à Jean Gabin de la part de Marlène. Et puis elle me rappelle 2 jours après, elle me dit, bah écoute, viens jeudi, et vers 1h de l'après-midi, on s'arrête et je te garde la place à côté de moi, il sera en face de toi. Je préviens Marlène, elle lui rédige une lettre, et cette folle de Marlène, elle met pour Monsieur Jean Gabin de la part de Marlène Dietrich, ce qu'elle aurait jamais dû mettre. Et alors, à un moment, Gabin me parle et il me dit, ah, je t'ai vu à la télé chanter ta chanson là, sur les orphelins. Moi, quand j'étais jeune, tu sais, je faisais du tour de chant, ça m'aurait plu une chanson comme ça. Et là, moi, je me dis, c'est le moment de lui remettre la lettre. Et je lui dis, Monsieur Gabin, j'ai une lettre à vous remettre. Il regarde la lettre et puis il voit ce que je viens de vous dire. Pour Monsieur Gabin, de la part de Marlène Dietrich, et tout d'un coup, il change de tête. Il dit « Ah, c'est encore la Schleu qui me poursuit. Ah, putain de merde !» Et puis, il prend l'enveloppe et il en fait une boulette de papier qu'il met dans le cendrier en verre qui était en face de son assiette. Il sort son briquet avec une grande mèche comme ça qui sentait l'essence et il met le feu à la boulette de papier, sans lire la lettre, bien entendu. Incroyable, Et alors le soir, moi je suis retourné voir Marlène, où j'avais rendez-vous au Plaza Athénée pour prendre un verre avec elle parce qu'elle voulait savoir ce qui s'était passé. Et alors elle me dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit de ma lettre? Je lui dis, il l'a mise à l'intérieur de sa veste sans la lire. Il ne pouvait pas la lire devant les gens. Et je ne pouvais pas lui dire non plus qu'il l'avait brûlée. Et elle m'a dit, alors, j'aurais peut-être de ses nouvelles. En fait, dans la lettre, elle lui demandait de venir la voir chanter à l'Olympia pour voir elle voulait lui montrer ce qu'elle était devenue. Et elle voulait l'embrasser une dernière fois avant de quitter la terre. C'était ça. C'est beau. Mais c'était pas pour remettre ça du tout avec lui. On va entendre, oui, une chanson qui s'appelle Nos doigts se sont croisés. Jean-Jacques, tellement de chansons. Cette chanson est magnifique parmi d'autres, d'une de vos chansons. Mais si on reparle de Johnny, il y avait des moments terribles au fond. Quand un jour, il regarde par la fenêtre et il voit son père sur un banc, comme un clochard. Pas comme un clochard, qui était clochard, le pauvre. Et il vous dit quoi à ce moment-là, Johnny? Il me dit, regarde, c'est mon père, j'ai honte. Alors je lui dis, ben non, t'as pas à avoir honte. Oui, il me dit, si. Il me suit partout où je vais. Il se met sur un banc pour me montrer qu'il a loupé sa vie, Tu comprends, c'est dur de voir son père comme ça. Et puis finalement, il avait réussi à faire rentrer son père chez Vogue comme magasinier. Et puis au bout de 3 jours, Vogue l'ont appelé, les disques Vogue, pour lui dire qu'il prenait les disques du magasin pour les vendre sur le trottoir en face de chez eux, rue d'Hauteville. Alors évidemment, ils ont viré son père. Et puis c'était ça, tout le temps. Ouais. Et Johnny, écoutez, ça c'est Nos doigts se sont croisés, comme l'amitié. Qu'ils ont connu l'amour quand ils t'ont rencontré. Ce que je n'osais dire, d'autres te le diront. Voilà, et alors une
chose, c'est par exemple combien Johnny avait du succès avec les femmes. Vous nous révélez une histoire avec Janis Joplin, Oui. star américaine, et Oui. il se passe des choses. Parce que je l'avais accompagné à Londres où il m'enregistrait une chanson. Et dans le studio à côté, il y avait Mick Jagger qui était là et qui faisait des maquettes. Et je lui dis, il y a Mick Jagger dans le studio d'à côté. Ah bon? Je lui dis oui, oui. Et puis moi, je suis passé 2 ou 3 fois et j'ai réussi à... Je suis rentré et j'ai dit bonjour à Mick Jagger. Et je savais qu'il parlait un peu français parce qu'il était venu assez souvent. Enfin, il connaissait bien la France. Et je lui ai demandé comment il allait, tout ça. Et je lui ai dit qu'il y avait un grand chanteur français, Johnny Hallyday, qui l'admirait, qui était un grand admirateur. Et Mick me dit... Eh bien, si nous allions dîner avec lui ce soir quand il aura fini son enregistrement, on va aller à Portobello Road où il y avait un Français qui avait un restaurant qui s'appelait Les Artistes Assoiffés. Et dans ce restaurant, il y avait une scène et à côté de Johnny, le hasard a fait qu'il y avait Janis Joplin. Et pendant tout le dîner, il n'arrêtait pas de parler à Janis Joplin, ce qui, elle, était émerveillée de le voir. Puis il était avec ses cheveux blonds et tout, puis il lui plaisait. Alors ils sont montés après sur la petite scène, ils ont fait un bœuf, ils ont chanté pendant 1h30 tous les deux, et puis ils sont rentrés après à l'hôtel Mayfair ensemble. Et Oui. voilà. Oui. Et voilà, mais vous dites que Johnny faisait croire qu'il allait à Londres pour se faire des chaussures sur mesure pour aller retrouver Janis Joplin. Oui. Non, mais Oui, elle était très amoureuse de lui. Ah vous oui, dites. mais complètement. Ah mais oui, complètement. Alors, elle voulait même venir vivre à Paris, se trouver un petit appartement à Paris pour le voir plus souvent. Et puis à la fin, ça plaisait pas à Johnny Starr, qui était son agent. Il s'est dit, s'il y a une romance avec Janis Joplin, on n'en sortira jamais et tout. Et puis Starr qui était un petit peu jaloux quand une fille tournait trop autour de Johnny. Parce qu'il aimait bien avoir la main sur Johnny, en faire un peu ce qu'il voulait. Oui. Vous avez dit un jour dans une interview que c'est dur que Johnny vous avait dit, c'est dur de vivre avec une artiste, je peux plus, j'ai fait Nathalie Baye, Sylvie Vartan, je peux plus. Non, il m'avait pas dit Sylvie Vartan. Mais Sylvie Vartan vous en a voulu, Jean-Jacques. Elle m'en veut toujours, puisqu'on est fâchés, mais... Vous êtes fâché toujours. Oui, à cause de ça, mais... C'était pas vraiment ça qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, je ne crois plus au mariage d'artistes. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu entends par ça, par les mariages d'artistes? Non, toi c'est exceptionnel avec Chantal, ça fait plus de 50 ans que vous êtes mariés, mais je sais pas comment vous avez fait. Il me dit, moi j'y suis jamais arrivé. Parce que j'ai eu dans ma vie, tu le sais bien, une chanteuse, bon évidemment, ça voulait dire que c'était Sylvie. Il me dit, après, j'ai été avec une comédienne, c'était forcément Nathalie Baye. Mais alors, elles étaient jamais là. Ou elles partaient en tournée, ou elles prenaient l'avion très tôt le matin. Alors moi, je savais pas quelle chemise je devais mettre, je savais plus quelles étaient les chaussettes qu'il fallait que je mette, je savais plus où étaient mes chaussures, je savais plus rien. Et un jour, il me dit, j'ai compris qu'il me fallait une femme qui ne soit pas artiste et qui ait le temps de s'occuper de moi. Donc il va trouver Laetitia. Mais pourquoi elle vous en veut, Sylvie, de ça? Parce que vous avez fait tellement de choses ensemble. Elle m'en veut parce que j'ai répété ce que m'avait dit Johnny. Elle a pris ça pour elle alors que c'était pas du tout pour elle. Au contraire, moi, ce que je sais, c'est qu'il adorait Sylvie. La preuve, c'est qu'il a jamais voulu divorcer. Et moi, je me souviens de lui dans le bureau de Paul Lombard, quand Lombard lui a demandé de signer le papier pour divorcer. Il n'a pas voulu le signer et il s'est mis à pleurer. Il ne voulait pas divorcer. Il adorait Sylvie, ça, alors je peux vous le dire. Oui. Moi, il me faisait assez de confidence, je savais tout ça. Oui. Mais c'était pas contre Sylvie, l'histoire des mariages d'artistes. Oui, mais là, vous dites dans le livre, je veux plus entendre parler de Sylvie, Ben je non, veux plus entendre ses chansons. Parce qu'elle a appelé Chantal, et elle lui a dit, je m'aperçois que Jean-Jacques est un traître, il m'a flingué en racontant ça.
à la télévision et tout, alors que je cherchais pas du tout à flinguer Sylvie. Donc vous aimeriez vous réconcilier avec Sylvie? Oh bah oui, je lui ai fait dire du reste par quelqu'un qui la connaît bien que je l'embrassais et que je m'en excusais. J'ai pas fait exprès de raconter ça pour me fâcher avec elle. Ouais. On adore Sylvie. Mais bien Sylvie est sûr. formidable. Elle est une Mais grande je voudrais dire quand même, c'est elle qui vous invite, si on peut appeler ça Oui. inviter, aux obsèques de Johnny. On n'a pas pensé même à vous inviter. Non. Ni Jean-Marie Perrier. Mais Jean-Marie Perrier, le Ouais. pauvre, c'est pas lui qui pouvait inviter ou ne pas inviter. Oui, mais lui, il n'était pas invité. Il n'était non pas plus, invité. oui. Mais vous, c'est Sylvie Vartan C'est qui Sylvie qui oui. a pensé à Jean-Marie Perrier, et elle a pensé à moi parce qu'elle savait qu'on était des vieux amis de Johnny. Et j'étais un petit peu étonné de voir que Laetitia, finalement, elle s'en foutait. Mais Laetitia, de toute façon, elle a jamais eu, pour les anciens amis de Johnny, elle les a au contraire écartés toujours. Oui. Non, mais vous dites carrément que vous avez jamais aimé, vous dites, j'ai jamais aimé cette fille, jamais compris pourquoi il aimait cette fille. Bah, je pouvais pas l'aimer. Elle savait m'appeler pour me demander des places pour venir au Palais des Congrès voir mes spectacles. Et puis pendant ce temps-là, 8 jours après, elle fêtait l'anniversaire de Johnny sur une péniche sur la Seine. Elle invitait toutes ses amies à elle, et les vrais amis de Johnny, elle les invitait pas. Alors j'en avais déduit que c'était une fille intéressée, c'est tout, je dis ce que je pense. Et donc j'étais pas en extase devant sa façon de vivre et puis devant sa façon de penser. Et il m'était arrivé de le dire à Johnny. Johnny le savait très bien que j'étais pas un grand fan. Qu'est-ce qu'il vous répondait si vous lui disiez il me disait, ça, moi j'y peux rien, qu'est-ce que tu veux? Elle s'occupe bien de moi, voilà ce qu'il me disait. Elle s'occupe bien de moi, de mes affaires, de mes chemises, Ouais. Oui. Alors je lui dis, bah écoute, c'est pas grave. Parce que moi, je fêtais toujours mes anniversaires avec lui, enfin les siens, depuis ses débuts. Oui. Donc je comprenais pas, tout d'un coup, elle arrive dans sa vie, puis tout d'un coup, on voit plus les amis qu'il avait depuis le début. Elle a un peu chassé ses amis de la première heure, comme on dit. Et quel intérêt, je sais pas. Mais du reste... la preuve, c'est qu'aux obsèques, elle m'invite pas. Bon, bah, c'est pas grave. S'il n'y avait pas eu Sylvie, je n'aurais pas pu aller aux obsèques. C'est la veille de la disparition de Johnny, vous recevez un coup de fil et quelqu'un vous dit, c'est fini, Johnny va mourir. Oui. Et vous le saviez parce que lorsque la dernière fois vous l'avez vu aux obsèques de Mireille d'Arc, Oui. il vous l'a dit lui-même. À Saint-Sulpice. Il vous l'a dit lui-même. Ben, il m'a pris par le cou comme ça, puis il m'a dit oh, mon Jean-Jacques, je crois bien que c'est la dernière fois qu'on s'embrasse. Alors je lui dis oh ben non. Je lui dis écoute. Et puis je trouvais qu'il n'avait pas mauvaise mine. Enfin, il n'avait pas une mine resplendissante, mais en plus il venait d'arrêter ses rayons. Il venait de dire à son médecin qu'il arrêtait les rayons, qu'il arrêtait tout. Et puis j'ai bien vu quand il s'est levé à la fin, où il a été vers Alain Delon qui était en larmes, il a eu un petit peu de mal pour se lever. Et puis après, ils sont partis tous les deux avec Alain pour éviter d'avoir les photographes. Ils sont allés dans la sacristie qui était sur le côté. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Oui, oui. Oui. Mais au fond, il avait fait passer un message, et on vous le rapporte. Il a dit, je vais mourir et je veux que personne ne m'emmerde. Ah oui, Je veux être seul. Oui. Donc... Là, il a vraiment dit ça, Johnny. Oui, enfin, je pense qu'il l'a dit. Parce qu'il l'a dit Il l'a dit au médecin qui le suivait et qui allait jusqu'à chez lui, qui l'accompagnait chez lui, qui se doutait bien qu'il allait partir bientôt. Et il lui avait dit, je veux mourir tout seul et je veux que personne soit là. Je veux partir tout seul. Comme je suis arrivé un jour, j'étais seul, et ben, je voulais partir tout seul. Ouais. On va entendre une chanson qui est tellement synonyme des jours heureux. C'est votre rencontre, évidemment, avec Chantal, que vous allez baptiser Goya, parce qu'il y avait un tableau au mur, un Goya, Oui. et Luis Mariano, vous racontez, Oui. c'est formidable. Écoutez la première chanson que vous avez écrite pour elle.
Quelle belle histoire que vous racontez avec Chantal Goya, cette rencontre improbable, vous vous perdez, mais c'est tellement beau. J'avais Et alors, rencontré ouais. une fois, grâce à Eddie Barclay, qui m'avait amené dans une soirée chez Albert Debarge. Albert Debarge était le propriétaire de l'Epi Club, qui était une boîte à Montparnasse, qui commençait à avoir du succès, et qui était tenue par le fameux Jean Castel. Et là, j'avais rencontré Chantal, et puis je lui avais dit demain, Eddie Barclay fait une fête pour un ami à lui qui va se fiancer, et ça serait bien si vous voulez venir. Alors je l'ai emmené, et puis Barclay avait fait mettre, il aimait faire ça, Eddie Barclay, il avait fait mettre une scène, puis il avait fait venir des musiciens, il avait fait venir Henri Salvador, Michel Legrand. Puis moi, il m'avait demandé de chanter une chanson. Alors j'avais chanté Les Boutons Dorés au piano, et pendant que je chantais, je voyais une très jolie fille avec une robe rouge cerise, et je pensais même plus à ma chanson, je regardais qu'elle. Et puis à la fin de la chanson, je suis allé lui parler, et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, je pense qu'on se mariera un jour, vous serez célèbre à 30 ans, on aura 2 enfants, et un jour vous chanterez à l'Opéra de Paris. Alors elle m'a dit, bah dites donc, vous êtes un sacré dragueur, parce que avant que je chante à l'Opéra de Paris, je suis quand même pas Maria Callas, quand même. Vous vous foutez de moi et tout. Je lui dis, non, 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 je vous promets. Et puis tout est arrivé. Mais il n'y avait toujours pas eu l'Opéra de Paris. Et un jour, quand Jacques Chirac est devenu Premier ministre, il a fait le Noël de Matignon, enfin du personnel de Matignon, à l'Opéra de Paris. Et il a demandé à Chantal de venir faire son spectacle à l'Opéra de Paris pour les gens de Matignon. Ouais, écoutez celle-là encore. Resterez dans nos cœurs, mademoiselle aussi. Adieu les jolis foulards, adieu tous les mâles. Ça va être la première chanson, évidemment. Il y aura tellement de succès. Vous allez monter le soulier qui vole, personne n'y croit. Vous allez faire un triomphe, vous avez des choses extraordinaires. Bon, c'est une aventure extraordinaire. Bon, il y a des passages que vous racontez un peu dans ce livre. Quand même, on va pas revenir sur cette émission de télévision dans laquelle Chantal a été, vous dites, par un animateur peu scrupuleux, un agent qui l'a trahi et on vous enferme dans les coulisses avec Oui, une bouteille de whisky. Parce que c'était la personne qui s'occupait d'elle. Ça s'appelait le jeu de la vérité. Oui. Et alors, il mourait d'envie de s'occuper donc de Patrick Sabatier, pour dire le nom. Je parle de l'agent de Chantal. Et puis Sabatier, lui, voulait faire, comme on dit, un buzz, parce qu'il était en pourparlers pour rentrer sur la fameuse chaîne qui allait s'appeler La 5 de Berlusconi. Et il avait demandé pas mal d'argent à Berlusconi pour quitter TF1 à l'époque, pour aller sur La 5. Mais pour aller sur La 5, Berlusconi lui avait dit « Je veux bien vous donner ce que vous me demandez, mais prouvez-moi que vous faites de l'écoute. » Donc il fallait qu'il fasse un scandale ou un buzz pour faire l'écoute qu'il cherchait. Vous dites qu'elle a été piégée, Chantal. Bah oui, c'est un piège. Oui. Et vous, on vous avait enfermé avec une bouteille de whisky. Moi, il m'avait enfermé dans le sous-sol, dans une loge, avec une bouteille de whisky et une bouteille de coca. Et fermé à clé, je pouvais plus sortir. Parce qu'il s'était dit, le connaissant un peu, puis comme il est un petit peu brut de décoffrage, il est capable de monter sur la scène et puis de se battre avec Sabatier. Et elle était tombée dans leurs mains. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'après, vous allez repartir et Chantal va réavoir du succès à l'international, à l'étranger. Oui, partout. Ce qui est fou, c'est qu'au fond, vous êtes des battants tous les deux. Oui, hein. mais on avait été arrêtés 5 ans quand même. Hein. Ouais. Oui, mais enfin bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Aujourd'hui, je leur en veux plus, c'est fini, Ouais. la colère est passée. Il y a un passage sur votre 2 mois de prison, Jean-Jacques. Oh, mais c'est drôle au fond. Vous dites que c'était 2 mois à la santé pour me refaire la santé. Vous allez un soir avec des intermittents du spectacle, boire et boire, des bouteilles de rosé, qui mieux, vous allez... Mais non, c'était pas vous allez pour boire. emboutir l'arrière d'une voiture de Non, police. c'était pas pour boire tellement. Oui. C'était le rendez-vous,
C'est une brasserie qui se trouve derrière le lion d'Enfer Rochereau. Oui. Et puis, je vois des garçons qui arrivent en colère. Et puis, ils me disent vous êtes Jean-Jacques Debout Alors, je leur dis oui. Alors, ils me disent nous, on est des intermittents du spectacle. On va prendre la route. On part à Avignon pour arrêter le festival d'Avignon. Alors, je leur dis, écoutez, moi, si j'étais avec vous, j'irais plutôt voir le ministre de la Culture Oui. pour lui expliquer que Après, vous bavardez longtemps, Voilà. et puis une bouteille en ajoute une autre. Bah voilà, puis comme Et le puis patron, bon. le patron était gentil, c'était un copain, il nous ramenait Oui. des bouteilles. Bon, et puis en plus, vous aviez le 4x4, on va dire, de Chantal. Oui. Vous connaissiez mal ce véhicule. Il avait des ouais. vitesses automatiques. Bon, vous vous retrouvez, vous rentrez dans une bagnole de police. Et puis à c'est l'arrière. parti. Enfin, c'est parti pour 2 mois de Avenue prison. René Coty, Oui. il y a un quart de police, un panier à salade, qui pile devant moi. Et là, j'avoue que je savais plus si j'allais en avant ou en arrière. Et je pile comme avec le frein, forcément, pour arrêter le 4x4. Mais le 4x4 fait encore un dernier petit bond. Et là, il démolit Ouais. l'arrière du quart Alors, de police. le patron de la prison vous dit qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Debout? Mais vous avez de la chance, il y a une cellule bien calme au fond là, qui vient de se libérer, on va vous Oui, mettre là. voilà, Et quelle puis horreur. vous mettez à lire des bouquins. Et puis alors, par contre, il vous dit évitez de sortir parce que les autres prisonniers, quand ils vous voient, ils chantent. Ils chantent, c'est vrai? Mais dès qu'il me voyait, il se mettait à chanter le lapin ou Bécassine, c'est ma cousine en arabe. Ah bon? Il me disait Bécassine, c'est ma cousine, montre-toi, debout, debout. Alors on m'avait demandé de ne pas me montrer parce que à la santé, il y a le même bâtiment devant vous avec les autres prisonniers qui chantaient chacun dans leur langue. Et alors ça faisait un brouhaha terrible. Et au bout d'un moment, le directeur de l'étage où j'étais au 2e étage, m'avait demandé de ne plus paraître. Ouais. Enfin, Ouais. Il y avait un VIP, c'était Alfred Sirven qui Oui, était à côté. c'était mon voisin. L'affaire Elf, Oui. qui était oui, votre voisin. il était très gentil. Oui. Alors, il faisait pousser des oignons dans sa cellule. Et le soir, il me faisait porter une petite soupe chinoise qu'il faisait avec ses oignons. Avec des vrais oignons. Alors, je lui avais envoyé une carte pour le remercier de sa gentille intention. Et puis, je lui avais mis dorénavant ce quartier VIP, on pourrait l'appeler le Plaza Atténué. Et quand il est mort, sa femme m'a dit qu'il avait toujours gardé la carte à l'intérieur de son veston. Ouais. Alors, vous ne voulez pas que Chantal vienne vous voir à la prison? Ah ben non. Mais alors, il paraît que sa réaction, c'était de dire au moins Jean-Jacques en prison, je sais au moins où il dort ce soir. Ben oui, elle disait, parce que des Elle fois... était rassurée. Elle ne savait pas toujours où j'étais. Alors elle disait, au moins là, je sais où il est, je sais où il est. Ouais. Ce qui est Et fou. puis j'ai des problèmes aussi avec mon avocat, parce qu'il y a un livre que je voulais lire depuis longtemps qui s'appelait Voyage au bout de la nuit de Céline. Et j'avais jamais le temps vraiment de le finir, ni de le commencer, ni de le terminer. Et là, pour une fois, la dame qui venait nous proposer des livres dans les cellules, elle l'avait. Alors elle me l'avait amené. Et j'étais à la moitié du livre, mais je voulais le terminer. Vous dites, non, je restais encore en prison, j'ai pas fini de lire. Ben voilà, alors le maton m'avait dit, vous allez aller voir le directeur, il est très en colère, vous allez vous expliquer avec lui. Normalement, vous devez sortir demain matin à 7h. Alors j'avais été le voir et je lui avais dit, est-ce que vous pouvez pas me laisser 8 jours que je termine au moins Voyage au bout de la nuit? Il m'a dit, vous vous foutez pas de moi, non? Oui. Il m'a dit, vous savez que nous sommes voisins avec Sainte-Anne et si ça continue, je vais vous envoyer à Sainte-Anne. Alors, dès que vous sortez, un qui vous a envoyé des messages sans arrêt, c'était Johnny. Et dès que vous sortez de prison, il organise une grande soirée. Et il adore que vous racontiez votre séjour à la prison. Ah, alors il fallait que je lui raconte tout en détail. Il Oui. est plié de rire. Parce qu'il avait il avait le restaurant Le Balzac à l'époque. Oui. Et il avait préparé un déjeuner, sachant que j'allais sortir. Et c'est Robert Ménard qui m'a amené, Oui. venu avec sa voiture et qui m'a emmené là-bas. Ce qui est fou, c'est quand même vous raconter, sans le sait, que vous avez connu Jacques Mérine dans votre enfance, c'est votre copain. Ben oui, je Votre servais la copain messe avec d'enfance. lui au collège de Juilly. Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1. Eh oui. Et alors qu'il est recherché par toutes les polices de France, vous savez où il est, caché au marché aux puces, ou je ne sais où. Oui, il allait voir un marchand aux puces et je le voyais dans l'arrière-salle. Mais surtout, c'est quand Barbara m'a emmené chanter avec elle à Montréal.
il a vu mon nom sur le parvis du théâtre, il y avait marqué Barbara et Jean-Jacques Debout. Et il a dit à son homme de main, en passant en voiture, « Tiens, tu vois, celui qui s'appelle Debout, c'était mon copain de collège, je servais la messe avec lui à Juilly. Je m'emmerde tellement ici, dans cette ville. Tiens, on va l'enlever ce soir et j'ai envie de lui parler, j'ai envie de le voir. » Et c'est comme ça qu'ils m'ont enlevé. Ouais. Il vous a demandé si vous pouviez avoir des autographes. Oui, Hein, oui. Enfin, après... Jacques Mérine, il voulait un autographe de Michel Drucker. de Michel Drucker et de Michel Sardou. Ouais. Voilà. C'était ces deux idoles. Oui. Alors, vous le faites rencontrer Johnny. Ça, oui. c'est pas connu quand même. Johnny rencontre Mérine. Bah, parce que Johnny m'avait dit, il a l'air drôle, ton copain Mérine. Alors je lui dis, bah tu sais, il en a fait toutes les couleurs. Je lui racontais ce qu'il faisait au collège de Juilly quand il était gosse. Et ça faisait rire Johnny. Et puis un jour, je savais qu'à 5 heures, j'avais rendez-vous avec lui au Puce, chez un marchand. Et j'avais amené Johnny avec moi, qu'il l'a rencontré. Alors là, il était devenu tout rouquin, il avait une perruque rousse, et il avait une barbe rousse. Oui. Et... Mais Johnny savait que c'était l'ennemi public numéro 1. Bah oui, je l'avais prévenu. Oui. Oui. Ça lui plaisait Oui, d'aller... lui, il était content de rencontrer Johnny. Oui. Et du reste, il m'a envoyé des lettres après, dans lesquelles il me mettait surtout, n'oublie pas d'embrasser Johnny, ton ami Johnny de ma part. Passe-lui la bise des voyous de ma part. Et à la dernière lettre qu'il m'a écrite, du reste, il m'a carrément prévenu que c'était la fin, où il me met ainsi, tu vois, mon cher Jean-Jacques, tu as vécu une vie d'artiste, accompagné de 45 tours, et moi de 6,35. Je t'envoie la bise des voyous, Jackie. Peut-être là-haut, au ciel, je te reverrai, Jackie. Ouais. Et ça a été sa dernière lettre. Et un mois après, je me trouvais à New York par hasard et je mettais la télévision puisque ça m'amusait de regarder la télévision. Je me préparais pour aller à Broadway voir une comédie musicale et tout d'un coup, la télévision s'est mise à parler en français, chose qui arrive très rarement à New York. Et c'était pour annoncer que le GIGN venait d'abattre Jacques Mérine à la porte de Clignancourt. Ouais. On entend une chanson qui rappelle les émissions de Maretti et Gilbert Carpentier. Et dans ça, c'est Sylvie, comme un garçon, vous lui écrivez. Ah oui. Qui est une chanson Ça, formidable. c'est quand on n'était plus fâchés. Je l'ai écrit comme un gars. Écoutez quelques instants. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Alors, vous rencontrez tout le monde, vous racontez dans ce livre. Tiens, Marlène Dietrich, c'est vrai qu'elle vous a dit « J'ai été l'amante du président des États-Unis et de son père. Oui, elle m'a dit Non, j'ai mais- été l'amant du père et du fils. Ah oui, donc de John Fitzgerald Et moi- Kennedy oui. et de son père. Oui, oui. Et moi, je lui ai dit, il aurait pu manquer aussi que vous soyez la maîtresse du Saint-Esprit. Parce qu'elle Oui. m'avait dit du Père, du Fils. Alors, je lui ai dit, il manque plus que le Saint-Esprit. Alors là, dans ce livre, on parle de Carlos, on parle de Jodassin, on parle des années Carpentier, évidemment. Bah oui. Mais Barbara, tiens un mot, un jour, Barbara et Johnny, ils s'entendaient bien, elle s'occupait Barbara de lui. était tombée folle amoureuse de Johnny. Encore Mais oui. Alors, elle me disait, mais où il est, ce Johnny? Alors, je disais, mais il est dans le studio à côté. Rue des Dames, ça appartenait à la même maison de disques dans laquelle enregistrait Barbara. Et alors, j'avais été la chercher. Et puis, elle s'était mise au piano. Et puis, elle lui avait chanté les souvenirs d'enfance. Et puis, je le voyais. Puis, les souvenirs d'enfance, ça lui rappelait aussi un peu son enfance à lui. Et il était très, très ému. Et à un moment, il a dit, ça se fête. Alors, il avait fait amener du whisky avec du coca et tout. Et puis, il n'arrêtait pas de lui demander qu'elle lui chante des chansons. Et puis, à un moment, il lui dit, est-ce que vous pouvez me chanter Le Nègre Noir? Alors, elle lui a dit, Johnny, je crois qu'il serait temps d'aller te coucher maintenant. On préfère l'aigle noir, nous. Hein. Oui. C'est vrai que, bon... Mais personnage que cette Barbara. Oh, elle était Ah, formidable. vous êtes formidable. très proche d'elle. Ah bah oui, mais j'ai écrit 6 chansons avec elle. Et on a écrit ensemble une chanson pour Marlène Dietrich, que Marlène a traduite elle-même en allemand et en anglais, qui s'appelle « C'est trop tard ».
Ouais. Tiens, si on reparle une seconde de Joséphine Baker, vous lui écrivez une chanson qu'elle devait chanter et elle est morte. Elle l'a chantée, elle l'a ouais. répétée, elle l'a chantée 2 soirs et elle devait l'enregistrer la semaine suivante et elle a fait un AVC et elle est morte Ouais. avant de pouvoir l'enregistrer. Quand Mais j'ai une bande où on l'entend chanter la chanson qui s'appelait « Au revoir, mais pas adieu ». Ouais, mais quand vous dites, quand elle est rentrée au Panthéon, vous dites oh, la France se moquait d'elle à ce moment-là. Vous êtes très mécontent de la façon dont la France a traité Joséphine Baker. Oui, parce que quand elle avait les Milandes et qu'elle avait adopté ses enfants, elle n'avait plus de quoi payer les loyers et elle a été virée avec la police, les gendarmes. Les gendarmes du coin sont venus, ils l'ont tirée par les cheveux, elle était dans la cuisine, ils l'ont virée carrément, mise à la porte. Et j'ai trouvé que avec ce qu'elle avait fait pendant la guerre, quand elle était entrée dans la défense de la France, elle a connu Jean Moulin, elle a connu tout ça. Et j'ai trouvé que la France, en souvenir de tout ce qu'elle avait fait, aurait pu quand même avoir un petit geste pour elle. Et vous dites c'était bien trop tard, le Panthéon. Un mot sur Bébel, Belmondo. Vous racontez une bagarre avec Johnny, tiens encore. Mais là, une vraie bagarre. Oui, non, mais ils se battent au sang. Non, c'était l'ouverture du New Jimmy's, une boîte qui avait monté Régine. La plus jolie boîte de Régine. C'est le New Jimmy's. Et là, il y a... Belmondo est invité, Régine avait invité toutes les personnalités qu'elle connaissait pour l'ouverture du New Jimmy's. Et puis il y avait Johnny, évidemment. Et à un moment, Johnny est assis à côté de Belmondo et il dit, mais ça c'est tout Johnny, il dit à Belmondo, dis-moi, dans les bagarres, j'ai vu tous tes films, mais dans les bagarres, tu te fais doubler dans les bagarres, parce que le grand truc de Jean-Paul, c'était toujours de dire qu'il se faisait jamais doubler, même quand il sautait du ciel accroché à un hélicoptère. Et alors il lui dit, tu te fais doubler et Belmondo lui dit, ben non. Bon, puis ils avaient tous les deux un petit peu picolé quand même. Et puis Belmondo, il lui dit, comment je me fais doubler? Mais ça va pas, non? Ben, sors dehors, tu vas voir si je me fais doubler. Et Johnny lui dit chiche. Et puis ils sont sortis tous les deux. Ils se sont arrachés les vêtements, les chemises, les trucs. Johnny lui avait griffé la joue. Ah mais il saignait, vous racontez. Mais oui, mais non. Vraiment, Puis il se battait par terre. Alors il y avait Juliette Gréco, je me souviens. Il y avait Françoise Sagan qui était dehors, qui criait au secours et tout. Ça a été terrible. Ah oui. Ils se sont bien battus pendant plus d'un quart d'heure. Hein. Qui avait le dessus? Non, c'est Bébel faisait de la boxe. Qui avait le dessus, je Ouais. peux pas dire. Je sais qu'à un moment, Johnny est tombé par terre. Bébel avait mis Johnny par terre. Mais Johnny avait réussi à lui attraper une jambe, puis il l'a déstabilisé, ce qui fait que Belmondo est tombé aussi en arrière. Bon, enfin, c'était terrible. Et puis le videur de chez Régine est arrivé. Et puis là, il les a séparés tous les deux. Et puis, Bébel a pris un taxi, il est rentré en taxi chez lui. Johnny aussi, de toute façon, ils n'avaient plus de vêtements. Ouais. Oui, tout était déchiré, tout était... Et alors, 8 jours après, ils se sont réconciliés à la maison de l'Alsace, où ils ont mangé pendant 2 heures de la choucroute à n'en plus finir, et à boire des bières à la maison de l'Alsace. Et ils y allaient régulièrement le dimanche soir, et ils étaient devenus les 2 meilleurs amis du monde. Quelle merveille, que belle. Écoutez, redevient Virginie, une de vos plus belles chansons, Jean-Jacques. Vous avez connu tout le monde. Vous buvez le thé dans son château avec Mick Jagger. Pour raconter ça. Oui, mais c'est vrai. Buvez le thé. Oui. Il vous dit, tiens, il y a mon fils qui apprend le français en écoutant d'un vos spectacles pour Chantal. Oui, Chantal Ouais. lui avait fait cadeau d'une vidéo tournée au Palais des Congrès qui s'appelait Le mystérieux voyage de Marie-Rose. Et il voulait faire apprendre le français à son petit garçon qui a 4 ans. Et il lui a montré la vidéo. Et c'est comme ça que son petit garçon s'est mis à Ouais. parler. Vous buvez le thé avec Mick et Oui. vous dites, il a une vie très tranquille. Ouais, il vit avec ses 3 jardiniers. Il ne pense qu'à planter des arbres et des fleurs. Il aime que les arbres, les fleurs. Il a aussi une salle de musculation où il danse. Et comme sa femme était danseuse étoile au Ballet de New York,
elle danse aussi. Et puis il se promène avec son Ouais. fils. Alors là, il met une casquette avec des lunettes noires pour pas qu'on le reconnaisse trop dans Amboise. Il habite Amboise, en face du château d'Amboise. C'est fou. Alors, ça, c'est des souvenirs formidables dans le bouquin. Michael Jackson, vous rencontrez gamin J'ai connu Michael à Jackson l'Olympia, quand il oui, était- en oui, quand coulisses. il était enfant, Oui. dans les Jackson 5, oui, avec c'est ses frères et sœurs. un gosse. Oui, je prenais dans mes bras, puis je le montais sur une table de bistrot, et puis je lui disais, fais-nous des claquettes, fais-nous des claquettes. Sylvie, elle l'adorait. Sylvie, dès qu'elle arrivait à l'Olympia, elle allait le voir jouer, le voir chanter, parce qu'il était fascinant. Hein. Ouais. Il nous fascinait. Ouais. Et il faisait tout ce qu'on lui demandait. Et Ray Charles, grand Ouais. copain avec Ah vous. bah oui. Ouais. Ah oui, ben lui, il était avec une amie à moi, Anne Grégory. Et puis Anne savait que j'avais une admiration sans borne pour Ed Charles. Et puis il enregistrait près de Montmartre, dans un petit studio près de la butte Montmartre. Et puis un jour j'y avais été, et puis il m'avait demandé de jouer du piano. C'était Anne qui lui avait dit que je composais des chansons, et il voulait m'entendre jouer du piano. Et dès que je me suis mis à jouer du piano, il riait, il pouvait pas s'arrêter de rire. Et alors il disait et il m'avait surnommé le Français. Il disait que je jouais comme un Français, mais ça l'amusait, il était Ouais. content. Et puis alors là, il a commandé des pizzas, des trucs à côté. Il y Quel avait une souvenir. pizza. Tiens, Sammy Davis Jr., un jour sur la bah scène, oui. il vous fait la surprise. Il se met à chanter du Chantal Goya, Oui. Pandi Panda. Oui. C'est vrai. Il était venu passer son anniversaire dans une maison qu'on avait rue du Bac. Il était venu avec son orchestre, et puis Patrick Guérand-Hermès, qui était son grand copain, et on avait fêté son anniversaire. Et là, il avait demandé à Chantal ce qu'elle faisait, ce qu'elle chantait. Alors elle lui avait dit, eh ben, je chante, et puis elle lui avait passé un petit peu de la vidéo où on la voit dans Pandi Panda. Et puis il lui a fait passer 2-3 fois la séquence de Pandi Panda. Et le lendemain, il chantait au Théâtre des Champs-Élysées pour l'UNICEF. Alors on était invités, on y va, on était au premier rang pour le regarder. Et à un moment, pendant qu'il chantait New York, New York, il fait arrêter tout l'orchestre. Et il fait « Pandi, Panda, petit ourson de Chine, Pandi, Panda ». Et puis tout d'un coup, il reprend New York, New York. Le public se demandait ce qui se passait. Les gens C'est comprenaient. fou. Alors, Stevie Wonder, on ne va pas parler de tout le monde, mais vous les Stevie rencontrez Wonder, tous, oui, tous. j'ai rencontré Voilà. parce que j'étais ami aussi avec son agent. Et quand j'ai fait un spectacle au Théâtre du Châtelet, il fallait que je trouve des acteurs à New York. J'ai été en chercher au Canada, j'ai été en chercher partout. Et il fallait passer des auditions à New York, et je ne savais pas où m'adresser, je ne savais pas où aller. Et Stevie Wonder, gentiment, m'a dit d'appeler son agent. Et c'est là où il m'a trouvé une salle de répétition qui était la fameuse salle de l'Apollo, où il y avait les plus grands concerts de rock à l'époque. Voilà, j'ai connu tout ça. Incroyable, tiens. Parce que dans tous ces souvenirs, évidemment, Jean-Jacques, il y a des anecdotes, puis il y en a qu'on aime rappeler, c'est par exemple Mouloudji. Vous faites un très beau j'adorais portrait Mouloudji. de Marcel Mouloudji, oublié malheureusement un peu trop aujourd'hui, mais qui était un grand séducteur. Et alors, il vous demandait, vous alliez téléphoner à sa femme en imitant sa voix, Oui. parce que M. Mouloudji avait rencontré une fille et ne voulait pas rentrer chez lui. Voilà, C'est ça. il y avait une fille qui était un mannequin très très joli, une très jolie rousse, avec des taches de rousseur magnifiques, qui était au Flore, au café de Flore. Et Mouloudji aimait beaucoup aller se balader au café de Flore, où il rencontrait Roger Blin, Jean-Louis Barrault. Mouloudji avait commencé comme comédien, c'était avant tout un grand comédien. Et puis, il avait effectivement beaucoup de charme, et il y a des femmes qui succombaient à son charme. Et voilà pas que ce jour-là, je lui présente Evie Dickinson, et il lui parle, et je comprends très vite qu'il lui demande où elle dînait le soir, et elle lui dit bah, rien de spécial. Il lui dit bah, si vous voulez, je vous invite, on peut dîner au Petit Saint-Benoît, en bas de la rue Saint-Benoît.
Et puis on a été dîner en bas de la rue Saint-Benoît. Puis là, on est tombé sur des amis à lui. Et puis sur cette femme qui avait écrit l'amant. Sur Marguerite Duras. Mais oui, et Marguerite Duras, elle en pinçait pour Mouloudji. Ah oui, elle mais aussi. j'avais compris ça. Ah oui. Dès que je l'ai vue, j'ai vu comment elle le regardait. Elle lui disait « Oh, mon cher Mouloudji, j'ai un roman, vous seriez formidable dedans et tout. » Alors il disait « Oh, vous savez, je ne tourne plus beaucoup. Puis les producteurs disent que je porte malheur dans les films, alors on veut plus m'engager. » Alors, oh oui, mais il faut pas écouter les producteurs. Elle disait « Moi, je vais vous engager, vous allez voir. » Elle par contre, elle s'était... On voyait qu'elle voulait pas quitter Mouloudji comme ça. Et Oui. puis, il me dit, est-ce que tu peux prévenir ma femme Lola, on va dîner ensemble avec le mannequin et Marguerite Duras. Il voulait rester au Petit Saint-Benoît. Il voulait pas rompre Oui. l'ambiance de la soirée. Comment vous avez fait alors? Parce qu'il fallait l'imiter, Alors, Mouloudji. j'avais son téléphone et j'ai appelé Lola, sa femme. Et alors, je lui ai dit « Allô, Lola, c'est Moulou. Alors, écoutez, j'ai rencontré un copain. Je vais dîner en bas avec lui. » Parce que quand il parlait, il chantait en même Il temps. chantait. Hein? Il chantait comme ça. Oui, oui. oui, même quand il jouait Oui, la oui. comédie, il a joué comme... L'amour, l'amour. C'est ça. Et Lola lui dit à un moment, elle dit « Bon, bah écoute, je connais Roger Blin, il va te faire rentrer à pas d'heure. Bon, bah alors, écoute, à ce soir, mais tâche de pas rentrer trop tard. » Puis elle a raccroché. Moi, je suis redescendu, je lui ai dit « Écoute, j'ai eu Lola. Ben, elle a cru que c'était toi et elle a dit qu'il fallait pas rentrer trop tard et ne pas te laisser embarquer par Roger Blin. Voilà. Que de souvenirs dans ce bouquin. Vous allez vous régaler. Et à tout ça, il y en a encore plein. On peut pas tous les raconter. Tiens, une histoire avec Rubinstein, l'immense pianiste. Vous allez vous marrer. Qui est absolument étonnante. Qui est quand même dingue parce que quand on revient à ce qu'on disait au début, vous êtes pas mécontent d'avoir pleuré à votre naissance pour avoir vécu tout ça derrière, hein, Jean-Jacques? Ah non. La non. vie a été... Ben, la vie n'a pas toujours été drôle, comme pour tout le monde, mais j'avoue qu'elle m'a fait vivre des moments inoubliables qui sont dans le livre. Ouais. Tiens, on va se finir avec un truc complètement inattendu. Captain Flamme. Alors, vous racontez que quand vous enregistrez ce générique, eh bien, il y a un chien dans le studio. Oui. C'est fou, ça. C'est-à-dire, il y avait un chanteur qui s'appelait Richard Simon. Et ce Richard Simon était surtout quelqu'un qui était choriste. Et il avait un chien, mais le chien ne voulait jamais le quitter. Et j'avais choisi Richard Simon pour chanter la chanson. Et pendant qu'il chantait, on entendait boum, boum, boum. C'est-à-dire, le chien faisait des bonds pendant qu'il chantait Capitaine Flamme, on l'enregistrait, et le chien cognait son museau dans le micro. Alors à chaque fois, ça faisait boum, boum. Alors l'ingénieur du son, il me dit, mais comment on va faire? Mais je lui ai dit, on va mettre du synthétiseur, comme si le Capitaine Flamme tirait des coups de revolver au moment où ça fait boum. Et c'est ce qui a donné tout le chic à la chanson. Ah, c'est ce que les gosses aimaient beaucoup. Ça dépendait d'un chien. Oui, Ah, ça a été Jean-Jacques. ça. Une aventure que la vie de Jean-Jacques Debout. La couleur des fantômes, publié chez Talent Édition. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Faut se précipiter là-dessus. Captain Flamme nous attend. C'est ça votre vie. Oui. Aventurier, tiens, vous êtes un aventurier. Ah, c'est ce que disait Charles Trenet. Ah oui, disait Oui. ça de vous. Non, il m'appelait le bourlingueur des étoiles. Oui, le bourlingueur des étoiles. Oui. Ah oui. Parce que j'avais écrit une chanson qui s'appelait Bourlingueur des étoiles. Alors il m'avait dit, ah bah le bourlingueur des... Alors des fois il m'appelait puis il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Alors je lui disais, mais je vais chanter dans un cabaret ce soir. Il me dit, mais non, rejoins-moi chez Lip. Viens chez Lip où on va dire des bêtises, ça va être plus drôle que d'aller dans ton cabaret où tu chantes. Dis-leur que tu iras demain. Et puis parce que lui il était un peu aussi dans les étoiles, le Charles. Ouais. Et puis, je le rejoignais finalement. Je me suis fait mal voir à un moment
dans un cabaret parce que finalement, ils avaient appris que je leur disais que j'étais malade et en réalité, j'allais rejoindre Charles Trenet pour dîner chez Lippe avec lui pour justement dire des bêtises. Bourlingueur des étoiles. Merci Jean-Jacques. Merci à vous.